pour le webinaire sur les addictions et les dépendances, repérer, dialoguer et orienter un proche. Je suis Ségolène Ducleuziou, je suis chargée de mission prévention et promotion de la santé à la Mutualité française Centre-Val de Loire et nous accueillons donc Aurélia Plouzot et Laetitia Chaumontet de l'Apléatacep qui pourront se présenter ensuite et qui vont intervenir donc sur cette thématique. Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, on va pouvoir se présenter rapidement sur déjà peut-être l'association appelée ATACEP. Donc, moi, je suis Laetitia Chaumontet, je suis chef de service de l'un des services de l'association appelée ATACEP qui s'appelle un XAPA. On reviendra un petit peu plus tard sur ce qu'est un XAPA. Et moi, je suis Aurélia Plouzot, donc je suis psychologue clinicienne et je travaille sur le XAPA de l'Apléatacep à Orléans. Donc, l'association Apléatacep, très rapidement, est une association de santé et de solidarité qui œuvre dans 3 départements, le Cher, le Loir-et-Cher et le Loiret, autour de 4 pôles de compétences, un pôle addictologie, un pôle maladie chronique, un pôle jeunesse, famille, habitants, et enfin un pôle innovation, recherche et formation. Vous pouvez trouver le détail de tous nos établissements et services sur le site internet de l'Apléatacep. Les missions transversales à tous nos établissements et services sont de favoriser l'accès aux droits et aux soins des personnes que l'on accompagne, des personnes majoritairement en difficulté spécifiques et des personnes en situation de précarité et de marginalité pour certains. Donc, d'aider les personnes en difficulté et de lutter contre les exclusions. Pour le webinaire de ce midi, l'idée c'est de pouvoir répartir notre propos en 4 points, avec l'objectif de vous aider à repérer, dialoguer et orienter un proche qui serait concerné par une problématique addictive. Le point numéro 1, repérer les premiers signes. Ensuite, engager le dialogue sans jugement avec la personne concernée. Accompagner un proche tout en préservant ses propres limites en tant qu'entourage. Et enfin, mieux s'orienter vers les ressources existantes. On va avoir un propos très global sans rentrer dans le détail des comportements concernés ou des produits, des substances psychoactives qui pourraient être concernées. On va vraiment aborder les choses de manière globale sur les conduites addictives, qu'elles soient avec ou sans substance, et que ce soit des comportements licites ou illicites. L'idée est d'avoir vraiment une approche transversale. Le propos va être riche et voilà, donc il y a certainement des moments où on va passer rapidement, mais on a accordé voilà, une rigueur, on va dire, dans notre présentation pour vous mettre les ressources sur lesquelles on s'appuie pour que vous puissiez, vous, par la suite, retrouver les éléments et aller poursuivre un petit peu vos recherches et vos réflexions sur le sujet. Donc, on va commencer cette première partie sur le repérage des premiers signes. Donc, pour commencer, on va s'attacher à définir et à apporter des généralités sur les addictions, avec, pour commencer, le fait de voir comment on peut catégoriser les comportements d'usage, donc là encore avec substance ou de comportements sans produit. Avant 2013, on était plutôt sur une approche catégorielle où on considérait que la majorité des personnes étaient situées et concernées par un usage ou usage simple, c'est-à-dire des consommations ou des conduites qui n'avaient pas de conséquences. Un nombre plus restreint de personnes étaient concernées par un usage nocif, voire ce qu'on appelle l'abus, avec le début de l'émergence de conséquences. Et enfin, un plus petit nombre de personnes étaient concernées par une dépendance. Aujourd'hui, le DSM-5, donc le manuel de diagnostic en santé mentale, propose plutôt une approche dimensionnelle où la majorité des personnes sont toujours concernées par un usage avec certains risques dans certaines situations chez des personnes qui présentent des vulnérabilités. Et après, les personnes se répartissent dans ce qu'on appelle un trouble lié à l'usage, avec une graduation, trouble léger qui peut concerner seulement 2 ou 3 critères de la liste, le trouble modéré qui concerne un peu plus de critères, 4 à 5 critères, et enfin, un trouble sévère, ce qu'on appelait autrefois la dépendance. Un trouble sévère qui contient bien évidemment beaucoup plus de critères de la liste de la définition.
qui est important, quoi qu'il en soit, c'est qu'on ne distingue pas les drogues licites des drogues illicites quand on s'attache à accompagner une personne concernée par une conduite addictive. Donc, on parle de tabac, de certains médicaments psychotropes ou d'alcool qui sont des drogues licites, ou qu'on parle de drogues illicites comme des stupéfiants, cannabis, héroïne, cocaïne, etc., on va exactement avoir le même type d'approche et d'accompagnement. C'est pareil, on a tendance à bannir dans le vocabulaire tout ce qui concerne les drogues dures et drogues douces. Ça n'a pas tellement de sens et on n'a pas d'approche unanime pour pouvoir classifier les drogues selon qu'elles soient dures ou douces en fonction des risques, des dangers ou du potentiel addictogène. C'est l'usage qu'on en fait qui est le plus important et surtout les répercussions qu'on peut constater sur la vie de la personne. On va aussi s'attacher à essayer de comprendre quelle est la fonction du produit ou du comportement addictif chez la personne. Est-ce qu'on est plutôt dans une recherche de plaisir? Est-ce qu'on est plutôt dans une recherche d'anesthésie d'une certaine souffrance ou alors une fuite de la réalité? Voilà un petit peu comment on va appréhender le sujet. On voit aussi au niveau de l'étymologie, je trouvais intéressant de pouvoir revenir depuis voilà, des siècles et des siècles. La question de l'addiction a toujours existé. Au niveau de l'étymologie du terme addiction, ça vient du terme ad, dicere, dit à, où les esclaves autrefois, ils n'avaient pas de nom propre. On estimait qu'ils étaient dits à leur maître. Et là, ça vient bien refléter le fait que l'addiction va refléter l'absence d'indépendance, voire une sorte d'esclavage aux produits ou au comportement. Dans le droit romain, addictus signifiait celui qui, du fait de ses dettes, était condamné à être esclave de ses créanciers. Et enfin, plus récemment, dans les années 50, Fouquet, un psychiatre et spécialiste des personnes alcoolodépendantes, disait qu'il s'agissait de la perte de la liberté de s'abstenir, sous-entendu de consommer. Pour continuer un petit peu à définir ce que c'est que l'addiction et puis comprendre un petit peu de quoi on parle, pour moi, il était important de redire que l'addiction, c'était une maladie neurobiologique chronique. C'est-à-dire qu'on n'est jamais réellement soigné, qu'on reste toujours vulnérable et c'est pas voilà, un chapitre qu'on peut refermer, bien qu'on peut être abstinent et ne plus être en difficulté, ça reste une maladie chronique qui est caractérisée par la recherche et l'usage répété d'une substance ou d'un comportement. Cette maladie neurobiologique, elle va atteindre les circuits cérébraux de la motivation, les circuits du plaisir et les circuits du contrôle inhibiteur, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à s'empêcher d'eux. Au niveau de l'addiction, on comprend bien que c'est pas si simple et qu'il ne s'agit pas de dire que c'est un simple manque de volonté chez la personne qui n'arrive pas à s'abstenir ou à contrôler ses consommations, ses comportements addictifs. Pour un petit peu symboliser la définition de l'addiction, Laurent Carilla, il a proposé un modèle qu'on appelle le modèle des 5 C et qui va reprendre des points indispensables pour comprendre le concept de l'addiction. Pour lui, il s'agit déjà d'une perte de contrôle. On sous-entend par là le fait de ne plus être capable de s'arrêter ou alors consommer plus que ce qu'on s'était posé comme limite auparavant, et puis y retourner parfois plus vite que ce qu'on aurait souhaité. En deuxième C, il évoque le craving, qui en français veut dire une envie irrépressible de consommer. Ce craving, on voit bien qu'il pousse les personnes à consommer alors même qu'elles s'étaient dit qu'elles allaient éviter. Le craving peut être déclenché par des éléments externes. Ça peut être voilà, se rendre à une soirée, être dans un certain lieu, parfois même une certaine heure de la journée quand on y a associé des habitudes de consommation. Ça peut être des personnes spécifiques avec qui on a l'habitude de consommer.
Et le craving peut aussi être donc déclenché par des éléments internes à la personne. On entend par là un stress, de l'ennui, une contrariété, une mauvaise nouvelle. Ça peut aussi déclencher des cravings. Enfin, on a l'activité compulsive. C'est l'impression d'agir malgré soi, avec cette notion de perte de la liberté de choisir et le fait de pouvoir ressentir un soulagement de l'anxiété au moment de l'acte, ce qui va avoir pour conséquence de renforcer l'habitude de consommation et donc euh, de provoquer le quatrième C, l'usage continu. L'usage continu, malgré les conséquences négatives perçues, la personne va parfois rationaliser, minimiser, voire, pour certains, être dans le déni. Et enfin, le cinquième C consiste en la perception des conséquences négatives et persistantes en lien avec le comportement addictif ou la consommation. Ça peut être des retards, des absences, des conflits avec ses proches, avec son entourage, perte d'argent, troubles du sommeil, anxiété, symptômes dépressifs. Et malgré toutes ces difficultés perçues, le comportement continue. Pour repérer et illustrer un petit peu le modèle des 5 C de Carilla, un exemple du quotidien avec la pratique de jeux vidéo, ça va être quelqu'un qui va se dire, voilà, je lance une partie rapide. Là, on voit bien la notion de contrôle en se disant rapide, ça veut dire que voilà, je me fixe peut-être 20 minutes de jeu, 30 minutes. Puis, je pense au jeu toute la journée. Donc, bien que la personne, même quand elle s'adonne à d'autres activités, la pratique de jeu va être là en tâche de fond et avec cette envie irrépressible d'arriver au moment où elle va pouvoir s'y adonner. Je me retrouve à cliquer sans plaisir réel. Donc là, c'est la compulsion. J'arrive pas à m'arrêter. Je perds un peu la maîtrise de moi-même. Je joue tard, malgré mon examen. Donc là, on voit bien l'usage continu, la pratique continue, malgré les conséquences. Et je rate l'épreuve le lendemain. Donc, ce sont les conséquences du fait de ne pas avoir pu réguler la pratique de jeux vidéo. Un petit focus sur les conduites à risque et les conduites addictives à l'adolescence. On va avoir l'adolescence comme une étape de la vie entre l'enfance et l'âge adulte, qui est faite vraiment d'expérimentations diverses, souvent associées à des prises de risques potentielles. Les prises de risques font partie de l'adolescence. Et dans ces prises de risques, on va avoir notamment l'usage de substances psychoactives ou de comportements addictifs comme la pratique assez intensive de jeux vidéo, voire d'écran, etc. On peut voir l'usage de substances et les comportements addictifs comme de nouvelles expériences, pas forcément négatives. Ça peut être aussi l'expérimentation d'attitudes transgressives, que ce soit vis-à-vis de l'éducation et des règles parentales. Ça peut être aussi vis-à-vis de la loi, faire de nouvelles expériences, pouvoir expérimenter aussi les conséquences. Ça va être agir plutôt que dire. Souvent, on est plutôt au niveau des adolescents dans un recours au passage à l'acte plutôt qu'à la verbalisation de ses émotions, de ses affects, de ses ressentis. Ça peut être aussi une tentative de régulation émotionnelle. Je ressens une émotion négative, j'essaye de la masquer, de la diminuer par l'usage de substances qui vont m'apaiser, etc. Souvent, ce sont des comportements qui sont partagés et validés par les pairs, qui sont perçus comme la nouvelle famille d'identification. On s'éloigne de sa famille au sens propre, de ses parents, de sa fratrie, au profit de passer plus de temps avec ses amis, avec les personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt. Et souvent, on sait que les premières expérimentations de substances se font plutôt entre amis qu'en famille, même si ça peut être différent, notamment pour l'alcool, parfois, ça peut être un rite initiatique fait en famille. Et puis ça renforce donc le sentiment d'appartenance au groupe, donc c'est valorisé, et puis ça peut même devenir une identité sur laquelle on se construit. Et enfin, donc, on peut voir l'usage de substances comme une fonction autothérapeutique
comme pour mettre à distance des émotions désagréables ou calmer une souffrance, un mal-être qu'il a encore, voilà, et assez relativement fréquent à l'adolescence, dans cette période de transition. Toujours concernant les conduites addictives à l'adolescence, là où il faut être vigilant, voilà, en tant que parent ou en tant qu'entourage, c'est de pouvoir être attentif au risque de passage, voilà, d'un usage simple, récréatif, qui serait, voilà, de consommer peut-être de l'alcool en soirée avec ses amis, qu'une fois de temps en temps, pas tous les week-ends, mais à un usage qui serait plus nocif, voire à ce qui pourrait devenir une addiction dans un futur proche. Donc c'est là où il faut pouvoir ni être dans la banalisation, ni être dans la dramatisation, mais toujours garder cette veille, cette vigilance en tant qu'entourage. En tant que parent, on ne peut pas surprotéger ses adolescents, les mettre voilà, à l'abri de tout. Il est aussi sain et normal de pouvoir faire des expériences. Après, c'est aussi de favoriser un climat de dialogue, de communication positif pour pouvoir accompagner aussi les expériences de son adolescent ou de son adolescente, tout en posant des limites et surtout en pouvant maintenir le lien et rester voilà, à l'affût de signes qui seraient particulièrement plus inquiétants. Il est aussi important de parler de cette notion de pathologie duelle. Ce qu'on entend par là, c'est vraiment à la fois d'avoir des symptômes psychiques avérés et un trouble addictif. Donc, il est relativement fréquent d'être dans ce qu'on appelle des comorbidités. La comorbidité entre le trouble de l'usage de substances et les troubles psychiques sont relativement importants. D'où l'importance, nous, dans les structures de soins, d'accompagnement où on accompagne les adolescents, les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs, d'avoir ce qu'on appelle une approche intégrative où on ne fait pas de clivage entre la santé mentale d'un côté au niveau de la prise en charge et les conduites addictives de l'autre, mais de les penser ensemble. Et c'est là tout l'enjeu pour pouvoir être au plus près de la réalité de la personne dans les difficultés qu'elle traverse. Les signaux d'alerte, quand est-ce qu'il faut s'inquiéter? Donc là, on parle des adolescents comme des personnes de tout âge de la vie. Ce qui doit alerter, c'est quand la communication devient de plus en plus compliquée, détériorée, chaotique et qu'il y a de plus en plus de conflits dans les relations. Quand la personne a tendance à s'isoler de plus en plus, quand elle présente des signes de fatigue inhabituels, récurrents, etc. Tout ce qui va être aussi de l'ordre du décrochage scolaire ou professionnel pour les plus âgés doivent aussi alerter. Et puis, d'une manière générale, dès lors qu'il y a un désinvestissement général sur les loisirs, les activités passion, mais aussi le fait de prendre soin de soi, peut-être négliger un peu l'hygiène, le fait de s'habiller de façon propre ou se maquiller. Tous ces signaux-là doivent aussi alerter l'entourage sur quelque chose qui ne va plus. Et pour clôturer cette première partie, on a voulu vous proposer une petite vidéo qui s'appelle Nuggets et qui explique un petit peu le parcours d'une personne qui rencontre une substance ou un comportement dont il va devenir potentiellement addict.
Avant peut-être de passer à la partie suivante, on s'était dit que on pouvait faire des petits points d'étape au niveau des questions après chaque partie. Donc n'hésitez pas à faire part de vos questions ou de vos remarques si vous en avez à cette étape-là de la présentation. Alors, je crois pas que ce soit une question. Jeanne Buard qui nous dit les addictions par l'alcool et aux drogues en tout genre, les risques durant les addictions ou non, après prise en charge et soins, les grossesses avec les addictions présentes ou passées du père ou de la mère, les enfants à naître dans ces conditions, souvent avec un déficit neurodéveloppemental et malheureusement de plus en plus d'enfants et pour toute la vie avec des problèmes insolubles. Et le fait que dans les MDPH, ils sont de plus en plus confrontés à ce genre de problématiques et qu'on en parle assez peu lorsqu'on parle des addictions. Après, c'est vrai que souvent, ces personnes-là ne font pas forcément la démarche d'elles-mêmes. Ça va surtout être les professionnels, notamment voilà, en charge d'accompagner les femmes enceintes qui sont censées voilà, pouvoir repérer et orienter. Là encore, si la personne concernée n'est pas dans une démarche de changement, ça va toujours être délicat. La connaissance des risques, malheureusement, n'est pas suffisamment encore voilà, un levier pour pouvoir entamer une démarche de changement. Après, c'est vrai que nous, on questionne, quand on reçoit les personnes, on questionne toujours leur situation et si jamais elles sont enceintes, on va avoir une attention toute particulière pour pouvoir réduire les risques et les dommages au maximum. Mais faut-il qu'elle puisse arriver jusqu'à nous? Effectivement, d'où l'intérêt d'avoir des acteurs de première ligne suffisamment formés aussi pour pouvoir orienter vers les structures de soins. Là, on entame donc la deuxième partie. Aurélie a pu vous présenter un petit peu, revenir sur la terminologie et sur de quoi on parle lorsqu'on parle de conduite addictive, d'addiction. L'idée là, c'est qu'on va peut-être plus rentrer dans les échanges autour de comment se positionner en tant qu'entourage, comment, lorsqu'on repère qu'il y a un comportement à risque, voire une conduite addictive, comment pouvoir engager le dialogue, idéalement en effet sans jugement, pour éviter de rompre le lien. Ce qui nous a paru important, en tout cas, à rappeler, c'est que le produit, la substance consommée ou le comportement addictif n'est pas seulement un problème à relever dans le sens où c'est en effet multifactoriel, que comme on a pu le voir dans la vidéo qui précède, il y a des étapes qui se passent, la notion de plaisir et de bénéfice pour la personne, en tout cas dans un premier temps de consommation ou d'usage, n'est pas à banaliser non plus, elle est à considérer à part entière. Et l'idée, c'est de prendre les choses de manière vraiment globale, systémique, pour pouvoir aborder les choses avec la personne concernée en ayant les différents facteurs en tête. L'équilibre de vie pour la personne, en tout cas, elle s'est créée aussi avec la consommation, avec le comportement, qui, en tant qu'entourage, peut nous paraître assez simple à éliminer. Mais en tout cas, la personne, peut-être qu'aujourd'hui, on est arrivé à l'utiliser comme une béquille et enlever la consommation, enlever l'objet que l'on peut identifier comme étant l'objet qui met en difficulté pourrait entraîner un déséquilibre de vie, un déséquilibre pour la personne. Et si on ne trouve pas la fonction qu'a le produit pour la personne, si on ne trouve pas les raisons pour lesquelles elle en est arrivée là, si on enlève le produit, la consommation, le comportement, sans s'attaquer aussi aux raisons profondes, il se pourrait qu'il y ait un déplacement, un transfert de consommation, d'addiction, ou en tout cas, il se pourrait qu'il y ait une souffrance assez importante
qui perdure malgré tout. C'est en effet une problématique multifactorielle, systémique, et on ne peut pas considérer la consommation unique comme étant le problème à enlever. Le changement correspond aussi à une temporalité particulière, une temporalité spécifique, et le fait en tant qu'entourage de pouvoir avoir conscience de cette temporalité permet d'aborder les choses peut-être un peu plus sereinement. L'idée dans la partie qui va suivre, c'est que je vais vous présenter différents modèles théoriques, différents outils qui peuvent vous aider à la réflexion. Je ne vais pas pouvoir développer autant que je le souhaiterais chacun des outils, mais je vous ai mis à chaque fois les références ou en tout cas les auteurs de ces modèles pour que vous puissiez y retourner et en apprendre un petit peu plus si vous vous reconnaissez en tout cas dans ces approches-là. Le premier outil qui nous semble important à vous présenter, c'est le triangle multifactoriel du docteur Claude Rivenstein, qui est l'un des pères de la dictologie tel qu'on la travaille aujourd'hui. L'idée étant de pouvoir considérer les conduites addictives comme ayant plusieurs facteurs à prendre en compte dans la question des effets de la consommation, mais aussi par rapport quand on accueille un consommateur ou quand on souhaite parler avec un consommateur. C'est en effet la rencontre entre un individu, une personne, en fonction de son âge, de son sexe, de son état de santé, même de son humeur, et de son contexte, de son environnement de vie, le contexte social, mais aussi le contexte de consommation au moment où la personne consomme. Et cette rencontre également avec le produit ou le comportement. Le produit en fonction de la fréquence, la quantité, le type de produit. Est-ce qu'il va avoir plutôt un effet stimulant, perturbateur, dépresseur du système nerveux central? Est-ce que, voilà, en fonction de la fréquence, de la quantité consommée, cette rencontre-là entre ces trois éléments, ces trois facteurs, fait que nous ne sommes pas tous égaux face aux consommations, que nous ne réagissons pas tous de la même manière et surtout que l'impact ne va pas être le même chez l'un ou chez l'autre. Et l'impact sur le moment de la consommation, mais aussi l'impact dans la vie, l'impact et la trace que ça peut laisser et le fait d'avoir plus ou moins de prédisposition aussi à rentrer dans des comportements ou en tout cas dans des usages nocifs, voire dans une addiction, une dépendance. Donc ça, c'est un premier élément qui nous semblait important à vous présenter pour avoir vraiment en tête que ce n'est pas seulement le produit ou le comportement qui est à considérer, mais c'est bien cet ensemble-là et cet agencement de ces trois facteurs qui est à prendre en considération. Dans la démarche de changement, quand on souhaite parfois en tant qu'entourage qu'un changement s'opère, pour nous c'est assez clair, la personne se met en danger, la personne voit bien qu'il y a des conséquences négatives sur la vie de famille, sur le travail, sur la vie sociale, professionnelle, la santé de manière vraiment globale. Et en tant qu'entourage, on peut se dire, ben voilà, il n'a qu'à changer, il n'a qu'à arrêter de consommer. Les stades du changement sont extrêmement complexes. Ça peut concerner les conduites addictives, mais tout comportement, tout changement, dès lors qu'il s'agit d'entamer un bouleversement, un changement dans ses habitudes de vie, on n'en est pas tous au même stade, on n'en est pas tous au même degré d'être prêt ou non d'entamer ce changement. Dans la consommation particulièrement, il va y avoir la question de la lune de miel. On l'a vu un petit peu dans la vidéo où au début de la consommation, il y a un rapport au produit où c'est le plaisir qui prend le dessus et la personne ne voit pas forcément tous les dommages, toutes les conséquences qu'il peut y avoir ou quand bien même il les voit. C'est pas ça qui prend le pas, c'est vraiment le plaisir et les bénéfices qu'il peut y avoir à la consommation. C'est la phase de pré-contemplation. On n'a pas forcément conscience du problème et on considère qu'il n'y a pas de changement à opérer. Et des fois, la réponse qui est opposée, c'est j'ai pas de problème, j'arrête quand je veux et voilà, j'en suis là, j'ai pas de problème, voilà.
La période de contemplation, en tout cas quand on passe à cette étape-là, on est plutôt dans l'ambivalence. J'hésite. Je constate en effet qu'il y a ça entraîne des difficultés, mais en même temps, il y a des bénéfices à ce comportement, à cette consommation. Je suis un peu entre les deux, j'hésite. Une fois qu'on a quitté un petit peu cette hésitation, on peut prendre la décision d'opérer le changement et en effet de mettre en place des actions concrètes pour pouvoir rentrer dans cette phase de changement. Le changement est effectif. On a diminué la consommation, par exemple. On a arrêté. Si notre objectif c'est l'abstinence, ben voilà, j'arrête. Et je me suis séparée de ce comportement ou de cette consommation. Il va y avoir en effet, tout l'enjeu, c'est du maintien, le maintien de l'abstinence si c'était notre objectif, le maintien de cet équilibre dans des consommations à moindre risque. Et si le maintien perdure, il y a une sorte d'accomplissement, en tout cas l'objectif est atteint. Dans les processus de changement et notamment par rapport aux arrêts de consommation ou diminution de contemplation, il n'est pas rare qu'on passe par une phase de rechute et voire même notamment si on prend l'exemple du tabac, par exemple, il est montré que il y a dans les phases de changement, les stades de changement, entre 4 et 5 rechutes possibles avant réellement que le maintien puisse s'opérer et que l'accomplissement de l'objectif puisse être vraiment effectif. Donc, en tant qu'entourage, quand on observe quelqu'un ou quand on accompagne quelqu'un qui est dans une démarche de changement, c'est de pouvoir valoriser tous les petits pas qui sont faits, toutes les victoires qui sont faites, et d'utiliser aussi cette rechute comme un levier, dans le sens où on peut, quand on rechute, identifier ce qui nous a fait rechuter, qu'est-ce qui avait fonctionné avant cette rechute, qu'est-ce qui était vraiment de l'ordre des points d'appui, des ressources fortes sur lesquelles la personne a pu s'appuyer, les ressources internes mais aussi extérieures, pour quand on va repartir dans ce stade de contemplation, décision, action, en tout cas de pouvoir capitaliser sur les ressources que l'on avait trouvées, sur les choses qui fonctionnaient, pour essayer autant que possible de maintenir la diminution ou l'arrêt du comportement et d'arriver à ce stade de l'accomplissement. Quand la personne hésite, un outil qui peut être assez intéressant, que nous on utilise en tant que professionnel, mais même en tant qu'entourage personnel, ça peut être un outil qui peut être très simple à utiliser. On prend une feuille, on fait une croix, un trait vertical, un trait horizontal, et de pouvoir lister les avantages et les inconvénients à continuer le comportement ou à changer, à opérer un changement. De continuer à consommer, ça a des avantages. Il y a du plaisir dans la consommation. La personne y trouve peut-être un lien par rapport à la gestion du stress, à la gestion émotionnelle, à être plus concentrée, à trouver de l'énergie, à être en capacité d'affronter le quotidien. Il a pu également identifier des inconvénients sur sa santé, sur les relations familiales, sur le travail peut-être. Et l'idée pour essayer de voir en effet quand la balance penche plutôt du côté du changement, c'est de trouver plus d'avantages à changer que d'inconvénients à changer. Parce que oui, il y a des inconvénients à changer, même si en tant qu'entourage, parfois, on ne voit que des bénéfices à arrêter la consommation. Pour autant, pour la personne, ça lui coûte parce qu'il y a des habitudes qui sont prises, il y avait vraiment un équilibre qui était trouvé et des avantages qui étaient bel et bien présents. Donc cet outil-là, qui est assez simple d'utilisation, peut permettre de voir si la personne, si c'est le bon moment pour la personne d'entamer le changement ou pas. Parfois, quand on précipite un peu les choses ou qu'on se dit un peu voilà un peu poussif sur aider la personne à arrêter, mais qu'elle n'est pas prête, bah, c'est un risque qu'il puisse y avoir une rechute et une perte de confiance dans sa capacité à vraiment opérer un changement durable. Si on prend l'exemple, je ne vais pas forcément m'apesantir dessus, mais l'exemple en effet d'arrêter de fumer, donc là c'est un exemple de balance décisionnelle sur la consommation de tabac, où en effet le risque à arrêter, ça pourrait être de prendre du poids, de ne pas avoir peur de réussir, l'irritabilité aussi qui peut être crainte. Et puis, bah, c'est devenu aussi un compagnon, on va dire. Il y a des habitudes, et puis donc d'abandonner ces habitudes, ça peut être compliqué.
quand bien même on repère dans les inconvénients à fumer le risque majoré de développer un cancer éventuellement, le fait de devoir sortir même en plein hiver pour aller fumer sa cigarette, le coût financier bien évidemment que ça engendre également. Donc voilà, l'idée c'est de pouvoir peser le pour, le contre. Je vous ai mis une autre un autre visuel de la balance décisionnelle avec des termes comme je perds ou je gagne. Parfois ça peut être aussi porteur. Donc voilà, vous pouvez en trouver plein d'exemples sur Internet. En tout cas, la balance décisionnelle peut être un outil assez intéressant à utiliser et facile, en tout cas pour essayer de peser le pour, le contre dans le changement, quel qu'il soit d'ailleurs, sans forcément qu'on parle de comportement addictif. Sur la notion d'engager le dialogue sans jugement, il y a un outil qui nous a paru aussi assez intéressant, c'est la communication non violente. On pourrait y passer 3 heures, donc on va pas forcément trop développer. Mais l'idée, en tout cas, c'est de pouvoir vous transmettre cet outil-là, en tout cas les références de ces outils, pour éventuellement aller explorer un petit peu plus loin les choses. L'idée étant de sortir de la culpabilisation de la personne, sortir du reproche, peut-être sortir du constat que il fait mal, elle fait mal, dans tous les sens du terme d'ailleurs, et de plutôt partir de son ressenti en tant qu'entourage lorsque je vois que tu es de nouveau en état d'ébriété ou que ça se passe de nouveau mal pour toi les soirées, ça m'inquiète, ça me rend triste, ça voilà, me fait des choses, ça me fait ressentir des émotions à moi, que j'ai peut-être aussi des inquiétudes particulières. Et j'ai besoin de savoir que tu vas bien, j'ai besoin d'être rassurée, et j'ai besoin qu'on puisse avancer ensemble. Donc, je te propose qu'on se renseigne sur les structures de soins, par exemple, ou qu'on puisse en discuter sereinement. Et le fait de pouvoir évoquer sa vérité, son ressenti, la personne en face ne peut pas le remettre en question. Si on est dans le jugement et que on est dans le constat de tu gâches toujours les repas de famille, tu te mets en danger, tu ceci, tu cela, la difficulté c'est que la personne se sent attaquée et votre vérité dans ce que vous voyez, en tout cas la personne ne va pas forcément le ressentir comme ça. Si vous parlez de votre ressenti, je me sens inquiète. La personne ne peut pas dire bah non, tu n'es pas inquiète. En fait, si, et de pouvoir parler de ses sentiments et de ses émotions, c'est parler de sa vérité et d'entendre aussi la vérité de l'autre. S'ouvrir de manière empathique à ce que la personne ressent également et d'entendre que euh, sa vérité n'est pas forcément la vôtre. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques par rapport à ça? Je suis allée assez vite, mais l'idée, c'est que voilà, c'était plutôt de vous donner des outils pour que vous puissiez après, si ça vous parle et si Merci beaucoup. Alors, on a eu une question du fait de quand lorsqu'on est abstinent drogue ou alcool dans un groupe, ça peut faire baisser la consommation générale des autres membres du groupe, mais parfois on va quand même être invité, voire forcé par les autres. Donc, comment contrer cela? Finalement, l'effet de groupe. la question de l'effet de groupe, elle est centrale parce que justement, le regard de l'autre. Et on se construit tous dès l'enfance, l'adolescence et même à l'âge adulte au travers aussi du regard de l'autre. Et des fois, on peut craindre, ah bah tiens, d'habitude tu consommes de l'alcool, aujourd'hui t'en consommes pas, ou bah, qu'est-ce que tu peux être. On avait entendu certaines polémiques aussi. Bah, qu'est-ce que tu peux être rabat-joie ou voilà. L'idée, en tout cas, c'est de pouvoir dire, voilà, moi où j'en suis, c'est comme ça, je ne consommerai pas aujourd'hui et merci de ne pas en faire de commentaires ou merci de ne pas me proposer. Si les membres du groupe sont, on va dire, bienveillants et compréhensifs, le simple fait d'annoncer que bah, ce sera comme ça aujourd'hui et merci de ne pas le relever, ou en tout cas merci, ou le relever mais de manière positive en tout cas, et merci de ne pas me proposer du produit. Les personnes devraient être en capacité de l'entendre, mais c'est vrai que il faut être malheureusement aujourd'hui très armé pour pouvoir faire face au regard de l'autre et des fois aux sollicitations très insistantes.
L'idée dans l'accompagnement, c'est de pouvoir aider les personnes, en tout cas, à trouver des stratégies pour pouvoir, des stratégies entre guillemets d'évitement ou des stratégies de protection, des phrases toutes faites pour pouvoir contrer des propositions ou des mises en retrait, des replis dans des environnements peut-être plus sécures pour faire baisser aussi en effet la tentation, l'envie. Et malheureusement, parfois, des personnes se sentent en tout cas, c'est leur choix de s'éloigner de certains groupes d'appartenance initiaux pour éviter d'être trop tentés ou pour éviter d'affronter justement un regard qui n'est plus en accord avec les décisions qu'ils ont faites. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Merci. J'espère, François, que ça vous répond à votre question. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Moi, j'en ai une qui me vient. Vous avez parlé de la notion de plaisir. Enfin, le fait, vous aviez dit notamment le fait qu'il y a la compulsion qui est le fait que finalement, il n'y a plus de plaisir. Pour autant, parfois, dans les avantages, dans la balance décisionnelle, il y avait quand même toujours ce plaisir. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui va dépendre des substances ou c'est une histoire du stade de l'addiction qui pourra faire que le plaisir est toujours présent ou ne l'est plus? Le plaisir. Oui, vas-y. Dans la compulsion, je ne sais pas si j'ai fait passer un message qui a mal été entendu. Dans la compulsion, il n'y a pas forcément la suppression de notion de plaisir. On n'a plus le choix de faire, mais pour autant, il y a quand même encore du plaisir, hein. Même chez des patients très addicts qui présentent des symptômes de manque, etc., il va y avoir quand même la notion de plaisir. Elle reste finalement tout au long, même si on n'est plus dans la phase de lune de miel où finalement le plaisir et l'exclusivité des sensations ressenties au moment de la lune de miel. Pour autant, dans relativement toutes les phases de l'addiction, il y a encore la notion de plaisir. On consomme pour ne plus être en manque et du coup pour pas être mal, mais il y a quand même la notion de plaisir, elle dure toujours finalement. Peut-être que la confusion peut se faire dans la notion de recherche, c'est-à-dire qu'est-ce que recherche la personne, quel est l'objectif de consommation. Dans les usages simples ou récréatifs, l'objectif principal, c'est de prendre du plaisir, c'est de passer un bon moment, c'est de se désinhiber, c'est d'avoir plus de facilité dans les relations, parce qu'on aime le goût, parce qu'on aime les effets que ça procure. Donc c'est vraiment cette notion de plaisir au sens de je recherche une expérience agréable. Là où l'usage commence à être problématique, c'est que ce plaisir, il est là et cette recherche de plaisir, elle est toujours là, mais en tout cas, il y a quelque chose qui échappe à un moment donné. Par exemple, quelqu'un qui va consommer de l'alcool dans un but récréatif, avec même une fréquence de consommation assez espacée, admettons, c'est uniquement quand il y a un repas de famille ou uniquement quand il y a une soirée un peu festive. Donc ça peut être une fois par mois, une fois tous les 2 mois, mais pour autant, l'usage problématique peut venir aussi de systématiquement la rencontre avec le produit se termine mal. C'est-à-dire qu'au début, l'objectif c'est de passer une bonne soirée, mais à un moment donné, il y a quelque chose d'une perte de contrôle et il y a quelque chose qui nous dépasse et ça finit, si on prend l'exemple de l'alcool, assez régulièrement en blackout. Ça termine en bagarre, en tout cas en violence, qu'elle soit verbale ou physique. Ça termine en tout cas le lendemain, tout le monde nous dit, bah, dis donc, tu as encore abusé hier ou tu te souviens même plus de ce qui s'est passé. Et si à chaque fois la rencontre avec le produit fait qu'il y a une mauvaise expérience ou des conséquences vraiment négatives, on va être plus dans un usage entre guillemets nocif, problématique. On a un rapport problématique au produit. La question de l'addiction, c'est aussi lorsque la dépendance, c'est en tout cas la personne n'a plus le choix. C'est-à-dire qu'il y a en effet cette compulsion. Je n'ai plus le choix de prendre ou de ne pas prendre le produit, ça s'impose à moi. Et du coup, la notion de plaisir, elle est toujours présente à la prise du produit, mais en tout cas, la volonté, ce n'est plus tellement de prendre du plaisir. Je ne consomme plus pour prendre du plaisir, mais je consomme pour oublier les problèmes, pour m'anesthésier, pour affronter le quotidien. C'est plutôt fuir le déplaisir. Je ne sais pas si... Ouais.
Mais Effectivement, la ok, notion, merci. Ouais. Pour ces précisions, c'est c'est plus la clair, notion oui. de satisfaction à la consommation, ou en tout cas à l'usage, le comportement qui est toujours présente. Il y a quelque chose de satisfaisant, même si l'intensité ne va pas être aussi haute. On le voit un petit peu d'ailleurs dans la vidéo où lorsque le petit personnage prend le produit, au début il monte très haut et c'est très plaisant et voilà. Et plus il avance et plus il monte moins haut, et quand il chute, les conséquences en tout cas sont plus marquées. Donc le plaisir, il est toujours là, sinon la personne ne consommerait pas, mais en tout cas, c'est plus la recherche du plaisir à tout prix, c'est des fois combler le manque et le corps ou l'esprit qui impose à la personne de consommer. C'est peut-être plus là la nuance. Très bien. Merci beaucoup. Effectivement, c'est plus clair comme ça. Super. Donc, la troisième partie concernait accompagner un proche tout en préservant ses propres limites. Donc, les XAPA, donc ce sont pour rappel les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie, vont accueillir aussi bien les personnes concernées, donc là encore, là où elles en sont et en fonction de leur projet de soins. Donc, on ne reçoit pas exclusivement des personnes qui sont dans une démarche de changement, que ce soit voilà, le projet de soins de l'abstinence ou alors de la gestion des consommations, peu importe. Parfois, on reçoit des personnes qui en sont au tout début de leur questionnement. Est-ce que c'est problématique? Est-ce que vous pensez que j'ai déjà une addiction? Déjà, on va leur permettre d'avoir des réponses un petit peu plus claires sur là où ils en sont, de permettre une évaluation globale. Mais on reçoit également l'entourage, donc ça peut être aussi bien des rendez-vous avec un professionnel et l'entourage exclusivement. On peut aussi faire parfois des entretiens conjoints, c'est-à-dire la personne concernée et un membre de son entourage. Mais ça, souvent, ça peut être pour vendre un premier accueil et après, on redispatche pour que chaque personne ait son espace de parole confidentiel, voilà, et pour chacun. Donc l'idée, c'est si on se recentre sur l'entourage, c'est de pouvoir proposer un espace de parole dédié. Et l'idée, c'est de permettre à la personne de l'entourage de mieux comprendre pour mieux accompagner la personne concernée. L'objectif, ça va être de leur permettre plusieurs choses. Déjà, de pouvoir redonner des informations claires sur les connaissances qu'on peut leur apporter sur les addictions, les processus qui sont en jeu, donc à savoir notamment le déni, l'ambivalence de la personne, les écarts, qu'est-ce que c'est qu'une rechute, est-ce que les rechutes sont systématiques, c'est quoi la différence entre des écarts et des rechutes, parce que parfois, il suffit que la personne concernée et entamer un changement, qu'elle se tienne justement à son changement et qu'une fois elle fasse un pas de côté, donc une fois elle s'autorise peut-être une consommation, l'entourage peut parfois avoir tendance à dramatiser, à voir ça comme un échec, alors que potentiellement ça peut être un fait isolé dans un contexte particulier et que la personne va se ressaisir et reprendre ses objectifs de changement par la suite. Une rechute, c'est quand les écarts se répètent et que finalement, de nouveau, la personne concernée perd le contrôle de ses consommations ou de son comportement et qu'elle repart dans le même mécanisme qu'auparavant. L'entourage peut, lors de ces entretiens, exprimer aussi ses ressentis, parfois son sentiment d'impuissance face à la situation quand on a l'impression que rien ne bouge chez la personne concernée, malgré ses tentatives voilà, d'accompagnement, d'aide. C'est aussi se sentir reconnu et soutenu dans l'expérience qu'on traverse justement en tant qu'entourage, avec parfois le fait de vivre des phases d'espoir où on sent que les choses évoluent, que la personne accepte par exemple une prise en soin, et puis des phases de découragement ou de désespoir où on voit que malgré la mise en place d'un accompagnement ou de rendez-vous réguliers au XAPA pour la personne concernée, les choses n'avancent pas suffisamment vite ou pas comme l'entourage l'espère. C'est aussi important que la personne de l'entourage se sente entendue dans les différentes phases qu'elle traverse pour pouvoir aussi lui permettre d'évacuer aussi ce qu'elle ressent et on sait que d'extérioriser, de verbaliser tout ce qu'on ressent, ça permet aussi un apaisement. Donc,
Et effectivement, il vaut mieux se sentir plus libre, plus apaisé pour accompagner au mieux les personnes qui vivent des choses compliquées. C'est aussi leur permettre de repérer les leviers chez la personne concernée pour faire émerger le processus de changement. Donc là, on entend par là de pouvoir repérer des éléments qui font référence au cercle de Prochaska qu'on a vu tout à l'heure. On va pas forcément, en tant qu'entourage, avoir les mêmes phrases, les mêmes attitudes en fonction de là où la personne, elle en est dans sa motivation, dans ses démarches de changement. Quelqu'un qui est encore en phase de lune de miel de précontemplation, elle va pas être en capacité d'entendre parler d'accès aux soins puisqu'elle n'a pas de problème. Quelqu'un qui va déjà être dans la prise de conscience et la prise de décision, là, il y a beaucoup plus de leviers pour pouvoir notamment l'informer sur les différentes ressources et les différents lieux de soins qui existent. Et c'est peut-être là qu'il est intéressant de préciser que le fait de prendre un rendez-vous dans un XAPA ne va pas forcément dire tu vas devoir être abstinent. C'est aussi parfois apporter ces éléments de nuance qui permettent à la personne qui n'en était pas tout à fait prête de faire le pas, de prendre un premier rendez-vous pour voir un petit peu ce que ça peut lui apporter et de travailler après ses motivations avec le professionnel qui l'accompagnera. Et puis, ça va être se fixer des objectifs réalisables. Et notamment, finalement, le premier objectif, c'est, quoi qu'il en soit, maintenir le lien avec la personne. Parce qu'on sait que tant qu'il y a du lien avec les proches, c'est réellement un facteur protecteur, un soutien pour la personne qui est concernée par l'addiction. C'est dès lors qu'elle s'isole et qu'elle coupe les liens avec beaucoup de membres, parfois de sa famille, etc., que là, elle est d'autant plus vulnérable par rapport à l'évolution de sa situation. Pour continuer, quelques pistes justement pour agir au mieux. Donc là, c'est que des propositions. On fait comme on peut, mais déjà amener la personne concernée à faire ses propres choix éclairés, notamment en se basant sur ce qu'on appelle nous la motivation intrinsèque, c'est-à-dire c'est pas tu ne dois pas changer, tu ne dois pas arrêter de fumer ou autre pour me faire plaisir ou pour ne pas avoir forcément de cancer, mais il faut que tu trouves tes propres motivations, ce qui va faire que toi, tu vas vraiment pouvoir mobiliser des tas de ressources pour pouvoir débuter ce changement. C'est ça la différence entre la motivation extrinsèque qui vient de l'extérieur pour les autres, de la motivation intrinsèque, c'est-à-dire qui va vraiment nous tenir à cœur et nous donner la force d'entamer ce changement. Donc, c'est vraiment pouvoir l'amener à réfléchir, cette personne, à qu'est-ce qui, elle, va pouvoir lui donner la force de changer. C'est aussi encourager le pouvoir d'agir de la personne, mais sans décider à sa place. C'est-à-dire que même si on est bienveillant et qu'on veut le bien de la personne qu'on côtoie, on ne décide pas à sa place parce que la plupart du temps, ça reste contre-productif. C'est aussi respecter sa temporalité dans la démarche de soin. On ne peut pas aller plus vite que la musique. Si elle est à la deuxième étape du cercle de Prochaska, elle est qu'à la deuxième étape et il faut pouvoir l'accompagner dans cette étape-là. Et chaque chose en son temps. Et de respecter la temporalité ne fera que favoriser justement la continuité des étapes du changement. Sinon, le risque, c'est, encore une fois, que la personne, elle se sente pas capable de vous faire plaisir, pas capable d'y arriver. Et que quand on a essayé quelque chose et qu'on n'y arrive pas, on a tendance à vouloir naturellement tout abandonner en se disant, j'y arriverai jamais. Alors que c'est ça la méthode des petits pas, c'est que finalement, toutes les démarches qui vont vers un changement positif, même si c'est des tout petits pas, c'est à valoriser. Et il faut surtout pas, en tant qu'entourage, négliger l'importance des mots qui réconfortent, qui valorisent, même si vous avez l'impression que c'est pas réaliste de valoriser un tout petit changement positif, sachez que vous ferez jamais de mal en valorisant le moindre petit. Cette fois-ci, ta famille, t'as bu que 5 verres, c'est génial, parce qu'avant, il faut savoir qu'il en buvait 10. Ne serait-ce que ça, oui, il a quand même été un peu ivre à la fin du repas, il y a quand même eu des petites choses, mais si c'est déjà mieux, il faut valoriser. Parce que petit pas par petit pas, on a vraiment l'impression d'avancer et ça renforce ce qu'on appelle le sentiment d'efficacité personnelle. Et enfin, même si on a l'impression que la personne elle fait du surplace ou que les petits pas ne vont pas assez vite, éviter au maximum d'être dans la culpabilisation parce que
ça, là encore, ça peut entraver voilà, la poursuite du processus de changement, et notamment face à une rechute. On l'a dit tout à l'heure, Laetitia l'a dit tout à l'heure, les rechutes font partie du processus, et c'est pas forcément un échec, parce que plus on a rechuté, plus on a pu aussi apprendre à se connaître dans sa problématique addictive, repérer voilà les facteurs de risque à une rechute, et après on peut établir voilà des façons pour s'en protéger les fois d'après, et voilà, de mettre en place, voilà. Après, avec les professionnels, là encore, on peut travailler ce qu'on appelle les facteurs de prévention de la rechute pour identifier un maximum de situations à risque et de pouvoir créer des plans un petit peu d'urgence face à ces situations. Ça se travaille aussi voilà, avec les professionnels. Et il est aussi important de savoir se préserver en tant qu'entourage pour tenir sur la durée. C'est aussi être capable d'identifier ses propres ressources. Qu'est-ce qui nous fait du bien aussi en tant qu'entourage? On a le droit et même le devoir de s'imposer d'avoir des bulles d'oxygène. Ça peut être en s'autorisant des activités qui vident la tête ou qui permettent voilà, de se ressourcer, des sorties, de pouvoir aussi repérer qui sont les personnes soutenantes à qui on peut se confier, verbaliser quand ça va pas, quand on est un petit peu plus voilà, désespéré ou moins, voilà, moins optimiste quant à l'avenir. Aussi des personnes le relais, quand on a l'impression qu'on porte la personne concernée, on peut aussi s'autoriser des relais, voilà, trouver des personnes qui aident et qui accompagnent la personne. C'est aussi être en capacité de repérer ses propres signes d'épuisement et d'usure. Quand on voit qu'on est un peu plus agressif ou qu'on est plus dans la culpabilisation ou qu'on se décourage, là, ce sont des signaux d'alerte et il faut apprendre à les repérer aussi. Et pour finir, se rappeler qu'on n'est pas responsable des choix que font les personnes qu'on accompagne. Dès lors qu'on a le sentiment qu'on a donné un maximum d'éléments pour lui permettre d'identifier les ressources, les lieux où elle peut s'adresser, les personnes, elle reste libre des choix qu'elle fait. Et il faut aussi parfois prendre conscience de ça et qu'on ne peut pas voilà, tout faire à la place de la personne. C'est peut-être pas le bon moment, mais ce qu'il faut retenir, c'est que tout le travail effectué jusqu'alors en tant qu'entourage, c'est pas vain et que des fois, ne serait-ce que de semer des petites graines, elles germeront plus tard. Et donc voilà, l'espoir reste voilà, le maître mot voilà, pour pouvoir accompagner et ne jamais baisser les bras. Parce que si l'entourage ne croit plus en la personne et en sa capacité à changer, c'est pas la personne qui y arrivera. Donc n'oubliez pas que voilà, tous les messages que vous faites passer restent très importants. Assez rapidement, la quatrième et dernière partie, donc savoir un petit peu mieux s'orienter vers les ressources existantes, elles sont nombreuses. On en a fait une liste qui est bien évidemment non exhaustive, mais l'idée en tout cas c'est de pouvoir repartir un peu des objectifs de la personne concernée. Est-ce qu'elle en est uniquement à vouloir évaluer sa consommation ou son comportement et s'informer, éventuellement s'orienter derrière vers des spécialistes. Il y a des acteurs qu'on appelle des acteurs de première ligne, médecins traitants, médecins du travail, en milieu scolaire pour les adolescents aussi, de manière générale, les professionnels de l'accompagnement au sens large. Il se peut qu'il y ait des professionnels de structures spécialisées comme les nôtres dans des services plus larges, en maison de santé pluridisciplinaire, par exemple, dans des structures type centres sociaux, dans les hôpitaux. Il peut y avoir des permanences, des points de contact avancés, un dispositif qui s'appelle la consultation jeunes consommateurs pour les jeunes en particulier, ou les équipes de liaison, enfin, dans les hôpitaux. Même si on est, par exemple, hospitalisé en pneumologie, mais qu'on est concerné par une conduite addictive, des équipes de liaison peuvent venir nous aider à évaluer la consommation et éventuellement nous orienter vers des professionnels spécialisés de l'accompagnement. Et puis, il y a des sites dédiés et des numéros de téléphone dédiés. Donc là, il y a toute la déclinaison de tabac, infoservice, alcool, infoservice, drogue, infoservice, écoute, cannabis. Enfin voilà, il y a tout un tas de sites internet dédiés pour pouvoir avoir des informations et trouver également vers qui s'orienter en cas de besoin. Si la personne n'en est pas encore aux soins, mais qu'elle a un objectif de réduction des risques et des dommages, il existe des structures que l'on appelle des CARUT, que je vais présenter rapidement juste après, ou des dispositifs de réduction des risques et des dommages, notamment la RDR à distance, avec l'envoi de matériel de réduction des risques,
et un groupement qui s'appelle CupRDR. Il y a également des sites internet d'autosupport, donc des personnes concernées qui diffusent de l'information et des messages de prévention et de réduction des risques à l'égard d'autres consommateurs, comme Assud, par exemple, Psychoactif ou Technoplus. Les CARUD, très rapidement, ce sont des centres d'accueil, d'accompagnement à la réduction des risques pour les usagers de drogue actifs. L'idée, en tout cas, c'est de pouvoir accueillir les personnes consommatrices avec, là encore, dans des petits pas, pouvoir favoriser l'accès aux droits et aux soins, pouvoir avoir un accès à l'hygiène, par exemple, pour les personnes qui seraient sans domicile fixe et qui auraient besoin d'un accès à des machines à laver, à des douches. C'est un accueil inconditionnel. On peut recevoir les personnes dans nos locaux, mais également avoir des actions hors les murs, des maraudes et du travail partenarial avec d'autres structures de proximité pour permettre voilà, de pouvoir accéder à ce type de service. Il y a également des interventions en milieu festif, en festival, technival, voilà, avec des stands de prévention et de dispensation de matériel de réduction des risques. Et également dans cette visée-là, il y a des dispositifs d'analyse de produits, donc le dispositif Synthèse par exemple, ou encore Analyse ton prod. Au niveau de la région Centre-Val de Loire, les dispositifs de réduction des risques et notamment les CARUD sont portés par les structures que vous voyez à l'écran. En fonction des départements, vous allez avoir normalement un CARUD ou un dispositif de réduction des risques disponible dans chaque département de la région, porté par telle ou telle association. Dans le 18, par exemple, c'est la Pléatacep qui a un CARUD. Dans le 28, ça va plutôt être l'association AIDS. Dans le 36, Addiction France. Dans le 37, AIDS également. Dans le 41, c'est l'association Opelia VRS. Dans le 45, conjointement, l'association Espace, qui a le dispositif de RDR à distance, et la Pléatacep également avec un CARUD à Orléans. Si l'objectif de la personne, c'est plutôt d'évaluer, voire d'accéder aux soins, à un accompagnement, qu'il soit en ambulatoire, voire avec des dispositifs avec hébergement, il y a ce qu'on appelle des XAPA, que je vais détailler juste après, mais pas seulement. Il y a également dans les services hospitaliers, enfin dans les hôpitaux, des services ou dispositifs spécifiques. Donc ça peut s'appeler le pôle addictologie ou le pôle de soins spécifiques, ou, comme je le disais tout à l'heure, des équipes de liaison qui naviguent justement dans les différents services. Il existe des communautés thérapeutiques, des centres thérapeutiques résidentiels, où donc là, on est plus sur l'hébergement, mais avec aider les personnes à aboutir par rapport à leur projet de soins. Et il y a également des groupes de parole ou des groupes d'autosupport, donc entre pairs, soit des anciens consommateurs, soit des consommateurs encore actifs pour vraiment s'aider, donc type alcoolique anonyme ou narcotique anonyme, ou encore le dispositif qui s'appelle Vie Libre. Spécifiquement pour les XAPA, donc c'est ce qu'on appelle des centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie. Ce sont des structures qui existent au niveau national, qui sont financées par les agences régionales de santé, et qui nous permettent de proposer donc des lieux d'écoute, d'accueil et de soins en addicto gratuitement pour les personnes. Donc il existe des XAPA ambulatoires, hospitaliers ou associatifs, et il existe des XAPA résidentiels, donc avec une offre d'hébergement. Certains disposent de locaux fixes, d'autres peuvent également avoir en complément des consultations de proximité dans des structures plus généralistes, des points de contact avancés en établissement scolaire par exemple, ou des permanences diverses et variées en centre pénitentiaire, par exemple, ou dans des lieux d'accueil, voilà, de plus de droit commun. Certains peuvent disposer d'une équipe mobile aussi pour aller au plus proche des personnes là où elles sont. Les consultations sont gratuites et confidentielles. L'anonymat peut être proposé. Les personnes peuvent venir de leur propre chef, orientées par l'entourage, voire ces structures s'adressent à l'entourage à proprement parler. La justice peut également être orienteuse. Et souvent, ce sont des équipes pluridisciplinaires qui accompagnent les personnes avec la co-construction d'un projet. Comme le disait Aurélia, c'est pas forcément l'abstinence à tout prix, mais c'est vraiment de trouver avec la personne ses objectifs,
et de repérer les freins et les leviers pour atteindre ces objectifs-là. L'offre de soins est vraiment diverse et propre à chaque structure, donc voilà, je vous laisserai vous rapprocher éventuellement des structures de vos départements. Pour la région Centre-Val de Loire, là encore, les XAPA sont portés de manière associative ou hospitalière. Donc là aussi, l'association appelée à TACEP, Addiction France, Espace, VRS Opélia pour Blois, le CICAT et deux hôpitaux pour les départements, notamment du 37 et du 28, donc avec l'hôpital de Tours et celui de Dreux qui propose des XAPA hospitaliers. Pour terminer, des sites internet ressources, bien évidemment la liste n'est pas exhaustive du tout, mais en tout cas des grands noms qui nous semblaient importants à vous donner. L'Observatoire français des drogues et des tendances addictives, où vous pouvez retrouver tout un tas d'études et de dossiers thématiques sur la question des drogues et des conduites addictives de manière générale. Le site internet de Drogue Info Service et tous les pendants, alcool et tabac info service. Le site de Santé publique France également. Et enfin, sur le site de AddictAid, vous pouvez retrouver des outils d'auto-évaluation qui permettent aux personnes concernées d'évaluer en quelques questions si elles sont ou pas dans une conduite addictive par rapport à la consommation, par exemple, de tabac, de cannabis ou d'alcool. Il y a des outils d'auto-évaluation qui sont assez faciles à prendre en main pour pouvoir voilà, avoir en tout cas une première idée. Cette dernière partie, je l'ai faite un petit peu rapidement, mais je vois le temps qui tourne. Donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas à retourner sur les slides pour pouvoir voir là où trouver les informations et revenir dessus si vous le souhaitez. Merci en tout cas pour votre attention et voilà, on espère que ces quelques éléments en tout cas qu'on a pu vous transmettre vous ont aidé à y voir un petit peu plus clair et à vous repérer un petit peu dans ce thème qui est très large. Merci beaucoup. Merci pour votre intervention. Alors, je précise que donc le webinaire est enregistré, donc vous pourrez le retrouver sur le YouTube de la Mutualité française d'ici quelques jours. Et si vous souhaitez avoir le support de la présentation, j'ai mis mon mail sur la conversation. Donc, n'hésitez pas à me demander, je vous l'enverrai avec grand plaisir. J'ai également mis le lien du questionnaire de satisfaction. N'hésitez pas à le remplir pour qu'on puisse vous proposer des thématiques qui vous intéressent, etc. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. On a Lucie Blanchard qui nous a envoyé le lien effectivement pour toutes les formations de l'appelé à TACEP pour se former. Merci beaucoup. Je n'ai pas l'impression qu'on ait des questions supplémentaires. Merci beaucoup en tout cas à toutes les deux pour votre Merci à intervention vous. Merci. très complète. Et puis donc n'hésitez pas à partager le replay du webinaire autour de vous pour que ça puisse profiter au maximum cette présentation complète et qui fait à peu près le tour. Donc c'est super. Merci beaucoup. Merci. Bonne fin de journée et à bientôt.